Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Business Aventure, du concept Business Aventure sur la chaîne de Phoenix Institute. J'espère que vous allez bien les Phoenix. On se retrouve avec Romain et Alexandre aujourd'hui pour vous parler de business, d'entrepreneuriat et d'investissement. On va vous parler aujourd'hui du thème comment bien déléguer, quels sont les process à mettre en place quand on lance un business, quand on fait de l'immobilier ou de la finance. Donc dans les trois thèmes, j'espère que ça vous plaira ce petit concept là où on est ensemble. On va un petit peu se balader dans cet endroit qui est le Ravin des Arcs et on va parler de tout ça ensemble. On a pas mal de vidéos vraiment sympas à vous partager, alors attendez bien la fin de la vidéo. Et que tu sois investisseur immobilier, boursier, crypto, entrepreneur, tu trouveras de la matière dans cette vidéo, peu importe ton niveau. Donc je te souhaite un bon visionnage et je te dis à très vite, peut-être avec nous ici. Sur le terrain pour des futures business aventures. Et le but, c'est qu'on te partage tout ça dans la bonne humeur et dans une bonne ambiance où tu vas voir quelques clips du coup en drone qu'on a fait tout le long du parcours, et tu auras également pas mal de choses qu'on va aborder avec toi sur le long du trajet pour rendre le truc un petit peu plus on va dire attrayant, et ce sera plus sympa à partager pour vulgariser tout ça ensemble. Donc et n'hésite pas à liker, à activer la notification et bien sûr à partager un maximum cette vidéo si le concept te plaît. En tout cas, on a hâte de te retrouver dans la suite de cette vidéo. voilà, merci en tout cas de nous soutenir et pensez à faire ça, c'est pour le référencement. Au moins vous nous envoyez beaucoup de force et au moins on pourra faire encore plus de ce concept là. Donc appréciez bien, on se retrouve tout de suite dans le début de la randonnée, juste après l'introduction. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Salut les Phoenix. Salut Félix, comment ça va? Salut les Phoenix, comment ça Salut va? les Phoenix. Dernier jour de l'année 2022, donc là on a commencé une petite randonnée dans la région de Montpellier, au Ravin des Arcs. Sous un très beau temps. Voilà. On n'a pas de chance, c'est vraiment moche, mais c'est pas grave. Peu importe les problèmes, on les surpasse. C'est la dernière journée de l'année, donc du coup on en a profité pour partir et commencer à faire ce petit concept, donc du coup Business Aventure. Donc là c'est sous forme de vlog, j'espère que vous apprécierez un petit peu le format. On va faire en sorte, si jamais ça vous plaît, d'en faire un peu plus souvent à l'étranger, ici, dans la région. Et voilà. Randonnée à faire. Ouais. Si vous avez des beaux spots à nous conseiller, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Carrément, très très bonne idée. Et puis autre chose, ça pourrait être vraiment sympa qu'on puisse faire ça de temps en temps, parce que du coup il y a un groupe Facebook qui s'appelle Les Phoenix où on fait souvent des apéros, des événements, tout ça ensemble. Donc de temps en temps avec les abonnés, faire des petites sorties business aventure. Ça pourrait être vraiment si vous êtes sympa. de la région de Montpellier, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à nous suivre. Et comme ça, peut-être qu'on se retrouvera à l'occasion pour faire une petite randonnée ensemble, ça va être sympa. C'est clair. Et là, on a choisi du coup un petit thème pour cette randonnée, donc on mettra plusieurs rushs au fur et à mesure de. Attendez les gars, On va discuter. on va leur Vas-y, partager quand même le temps qui est magnifique. Voilà. Voilà, 31 décembre, dernière journée de l'année. Voilà, bon bah écoutez, de toute façon, on va vous mettre des images, on va continuer un petit peu à marcher et on va parler après d'un petit thème pour vous, business. Très important en plus pour 2023. Exactement. Comment bien déléguer et comment bien automatiser ses business, que ce soit l'immobilier, l'entrepreneuriat, et même Romain parlera un petit peu du coup sur tout ce qui est thème finance, crypto-monnaie, bourse et tout ça, donc ça va te plaire. Donc voilà, on se dit à tout de suite. À toutes. Il va falloir faire attention. Salut. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes posté? Oh mais là, j'ai que c'est fini. Putain, vous avez une belle carabine, dis donc. Faut chercher du matériel. Hein. C'est quoi, c'est une 22, non? 22, non, c'est pas du 22. C'est quoi? C'est 300. Oh, stylé. Belle munition, chef. J'étais militaire, alors j'aime bien les armes à feu. Petite pause, on va manger et sortir le drone. Bon appétit, la Team Phoenix. Ouais, les Phoenix, Allez, donc, du coup, C'est reparti. c'est parti là, on a fini de manger, donc là on va reprendre la route.
Donc il nous reste encore une bonne partie de la rando à faire avec ce temps On va magnifique. rentrer dans les nuages en plus. Et je vous propose qu'on commence à parler des choses sérieuses dans les prochaines vidéos. Allez, en avant. Il est où, Fexi? Faites attention pendant que tu hein. Donc les Phoenix, donc nous sommes ici pour parler d'un sujet très important. Donc on vous le fait en format vlog, c'est plus sympa à regarder. Donc on va parler de tout ce qui est délégation, donc automatisation, tout ce qui est business, du coup immobilier, finance et également entrepreneuriat. Donc on va en parler sur le chemin et mes associés pourront rajouter des choses s'il y a besoin. Voilà, l'important c'est qu'on en parle tous ensemble et qu'on puisse du coup parler de ce sujet-là. C'est plus sympa de parler de ce genre de sujet pendant des activités sympathiques. Donc comment bien déléguer, ça c'est le nerf de la guerre dans tout ce que vous allez entendre en 2023, que ce soit le business, l'immobilier ou encore la finance, parce qu'on va voir il y a des manières passives aussi de gérer son argent, parce que souvent on n'a pas envie d'y passer non plus trop de temps, et on a envie en plus de plus en plus, surtout en 2023, et ben tout simplement profiter de sa famille, voyager, se faire plaisir et faire un métier qu'on aime. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voulait parler de ce sujet-là en vlog business aventure. Parce que voilà, ça permet de faire des activités comme ça, de pouvoir gérer son business à distance, pouvoir automatiser son parc immobilier, parce que si jamais tu as le nez dans le guidon tout le temps, tu peux pas forcément profiter et voyager. Donc comme on sait que c'est l'objectif de beaucoup de monde, de personnes qui regardent du coup ce qu'on fait, et ben ça permet de parler du sujet un petit peu plus en détail, en profondeur. De toute façon on en parlera tout le long de l'aventure. Allez, ça part. Allez, bon, du coup là on entame une descente un petit peu sévère, donc là c'est la partie de la descente du diable. Début de la fin. Comment on peut dire. Descente du diable. Bon là je vous filme un petit peu la descente du diable, mais c'est vrai que sur la vidéo on dirait que c'est plat, mais en vrai ça... C'est plat. Mais arrête-toi. Ils abusent Ah c'est quoi? Une feuille volante. J'ai cru que c'était une araignée. Bon, donc du coup il y a 3 façons de gagner de l'argent de façon passive. Donc il y a l'immobilier, il y a l'investissement dans des actifs avec la finance, que Romain vous parlera tout à l'heure. Et ensuite il y a tout ce qui est création de business en ligne. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui vous disent voilà, que c'est moins d'efforts et tout ça, que c'est facile et tout ça. Il faut prendre en compte que ce sont des choses qui sont compliquées à mettre en place, qui demandent beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices au début, beaucoup d'investissement en capital aussi, en temps. Mais ensuite, une fois que c'est créé, une fois que les actifs fonctionnent, donc pour l'immobilier, clairement, vous achetez un immeuble ou un appartement qui génère du 10%, vous pouvez trouver des systèmes pour justement pour scaler votre activité. Donc clairement en immobilier, je vais vous parler de l'immobilier dans un premier temps, il faut toujours chercher, donc du coup dans un premier temps à faire de l'investissement rentable, ensuite à pouvoir faire financer son bien, et ensuite dans un troisième temps, une fois que votre bien est financé, trouver un système. Tu casses la gueule le cousin. Je fais une casse à la gueule, du coup ça les fait marrer. Ça peut se voir. C'est pas grave. Et dans un troisième et dernier point, ensuite, mettre en place des process. Clairement, si jamais tu as un immeuble de 6 logements, par exemple, tu trouves une agence ou des personnes qui peuvent être tes gérants au niveau de tes locataires. Pour justement que tu n'aies pas à être dérangé, appelé dès que du coup tu as un locataire qui part ou dès que tu as, je sais pas moi, peu importe, des problèmes sur une ampoule qui a changé ou des petits travaux à faire. Là, clairement, le gestionnaire va mettre en place certaines actions que tu vas lui donner et du coup ça te permet d'économiser beaucoup de temps et de gérer d'autres projets en parallèle, comme si jamais tu as envie de devenir entrepreneur, créer ton entreprise et ainsi de suite. Oh. Hop, Là on va en bas là. ouais, petite vidéo là, je pense qu'on va faire donc là, je sais pas si vous allez voir. Ici là sur la petite plateforme, on va faire décoller le drone, on va vous prendre quelques images. Allez, Donc, let's go. c'est parti. Let's go. Donc là on va parler un petit peu de comment déléguer en immobilier pour donner quelques idées. Voilà, alors c'est ultra important de déléguer dans l'immobilier comme on le disait, de toute façon dans toutes les activités que tu vas faire dans l'année, que ce soit l'immobilier, l'entrepreneuriat et la finance, c'est important de toujours déléguer un maximum et automatiser pour pouvoir dégager du temps. Parce qu'aujourd'hui la ressource la plus précieuse et celle que tu dois prendre en compte, c'est le temps. Ouais. Et le temps, pour le gagner, il va falloir le payer, donc il va falloir l'acheter. Et pour l'acheter, en immobilier, tu as plusieurs façons.
Donc la première, moi, c'est ce que j'ai fait sur mes immeubles, que tu peux voir d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Donc je t'invite à t'abonner et à regarder les vidéos. D'ailleurs, il y a 2 chantiers qui sont en cours. Et pour ces immeubles-là, comme je suis pas sur place, j'ai complètement délégué toute la partie travaux. Donc maîtrise d'œuvre. En fait, j'ai un gestionnaire qui est sur place, qui lui gère les artisans, le planning, les rendez-vous, etc. Donc moi, en fait, j'ai juste une gestion passive de tout ça. Donc en fait, moi, je suis à Montpellier, donc je suis à peu près à 3/4 d'heure, 1 heure de route. Donc ça me permet de regarder tout ça de loin et de gagner énormément de temps, parce que t'imagines, si je dois aller au rendez-vous des artisans, gérer le planning, aller voir les finitions et tout ça, bah laisse tomber, j'aurais jamais fini cet immeuble. Donc ça m'a permis de gagner du temps, de gagner de l'argent aussi, parce que du coup je peux le déduire sur mes impôts, parce que ça tu dois le savoir également, on peut déduire les travaux de ses impôts, suivant le régime fiscal. Après il faut bien choisir. Et après tu as tout ce qui est également, si tu fais de l'Airbnb, de la colocation et tout, tu as également des moyens de pouvoir gagner du temps là-dessus en le donnant à une conciergerie ou auto-automatisant avec une boîte à clés, des clés à payer, tout ça. Ça c'est une question qui nous revient souvent, parce que c'est vrai que le Airbnb aujourd'hui c'est quand même un bon moyen, extrêmement rentable en immobilier en tout cas, de pouvoir faire augmenter sa rentabilité si jamais tu la couples avec par exemple de l'IDR, ou que tu la couples vraiment avec une stratégie Airbnb, full Airbnb. C'est super rentable, hein. On a des amis qui font 4-5 avec 4-5 appartements quasiment du 200 000 € par an, donc c'est vraiment extrêmement rentable, ça fait beaucoup de cash flow. Par contre, c'est vrai qu'en contrepartie, du coup, tu sacrifies du temps. De toute façon, on l'a vu, hein. Il y a 2 ressources qui sont super importantes. Il y a le temps et l'argent pour un entrepreneur ou un investisseur, peu importe. Quel que soit le domaine. Ouais. C'est vraiment les 2 trucs, les 2 éléments qui font fonctionner le moteur d'un business et d'une personne qui veut aller loin, on va dire, dans le patrimoine. Donc, savoir comment faire pour déléguer son Airbnb et faire en sorte de pouvoir à chaque fois continuer sans perdre trop de temps à investir, c'est super important. Donc comme le disait Alexandre, il y a soit les conciergeries, donc les conciergeries qui sont assez chères. Ça peut coûter jusqu'à 15-20% de mémoire. Oui, exactement. Donc 15-20%, sinon on peut mettre en place des process. Tout est possible en fait au niveau des process. Donc clairement, ce qu'on peut faire, c'est que on peut, comme disait Alexandre, tu vois, faire un système de synchronisation avec la plateforme Airbnb, Booking et tout ça, et que toutes les synchronisations qui sont faites avec des réservations de voyageurs soient synchronisées sur un Google Agenda. Alors ça se fait, hein, ça peut paraître extrêmement compliqué, mais avec des systèmes de clés API, on peut justement interconnecter tout ça. Et ensuite, le nerf de la guerre, c'est d'avoir une femme de ménage. Donc généralement, une femme de ménage qui est une entreprise ou qui peut être salariée, à partir d'un moment, si jamais vous faites beaucoup d'argent, vous pouvez salarier carrément une femme de ménage à plein temps. Comme ça, elle fait vraiment du bon boulot et elle travaille que pour vous. Et il n'y a pas de problème. Et du coup, vous faites en sorte de pouvoir mettre en relation la femme de ménage avec cet emploi du temps-là. Comme ça, elle peut voir dès qu'il y a un départ de voyageur dans tel appartement, du coup, elle le sait. Et même, où aller. Ce que tu peux faire aussi, ce que d'autres investisseurs font, qu'on connaît, tu peux également donner une carte bleue en fait à ta femme de ménage. Comme ça, si jamais elle voit qu'il y a de la casse ou quelque chose à remplacer dans l'appartement, elle peut directement elle-même acheter la chose. Et comme ça te permet de gagner un petit peu de temps là-dessus aussi. Ça t'évite d'aller toi-même faire les magasins et tout. Mais même les prestations, si jamais il doit y avoir des petites bouteilles de vin ou des produits de la région, quoi que ce soit, ce sont des choses qui peuvent être faites par ta femme de ménage sans que toi tu aies à être notifié. Donc ça, c'est important de le prendre en compte, parce que de toute façon, dans tous les cas, il va falloir que tu cherches à chaque fois à déléguer un maximum de choses. Et c'est pour ça que d'ailleurs, là, on a parlé de l'immobilier. Si jamais d'ailleurs tu as des questions sur l'immobilier, sur automatiser certains trucs et tout ça, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si tu es investisseur aussi immobilier en courte durée, n'hésite pas à le mettre en commentaire, savoir si ça t'intéresse d'avoir comment nous on fait pour automatiser nos Airbnb. Comme ça, à la limite, on fera une vidéo qui sera vraiment dédiée à ça, et pour connecter les calendriers et tout. On te fera un truc vraiment complet, donc n'hésite pas à le mettre en commentaire si ça t'intéresse. Oups là, j'ai failli tomber. Et ensuite, ce qui est important, c'est que du coup, dès que l'immobilier, c'est super important de s'y intéresser, parce que c'est quand même un très gros pilier d'enrichissement. Et ensuite, après, ce qui est intéressant, c'est que dès que vous faites beaucoup de cash en immobilier, du coup, vous trouvez des systèmes pour justement réinvestir. Et le réinvestissement, c'est extrêmement important. C'est ce qui permet de faire grossir la boule de neige, comme on vous le dit à chaque fois. Ouais. Donc ça, clairement, qu'est-ce qui est le plus puissant pour réinvestir son cash? C'est la bourse, évidemment. Donc on va vous parler de la bourse. À tout de suite. Oui. En fait, selon Alexandre, c'est un nouveau proverbe. Le plus dangereux, ce sont les feuilles. Les feuilles, ça glisse. Dites-nous en commentaire, les pros de randonnée, si les feuilles mortes sur le sol mouillé, c'est dangereux. Ça permet de ça peut glisser. J'en suis persuadé, et eux non. Oh les gars, vous avez aucune tenue de route ou quoi? Au moins il patine. Chaussures d'investisseur. Regarde là, il y a plus de feuilles, mec, ça va être compliqué. Oui. Alors comme tu le disais Alexandre Antoine tout à l'heure, quand on investit dans l'immobilier, quand on commence à faire du cash flow et qu'on a
pas mal d'argent à réinvestir. En fait, l'une des principales solutions pour réinvestir ce cash, cet excédent de cash que tu as, si tu ne peux pas bien sûr le réinvestir en immobilier, eh bien l'une de ces solutions c'est la bourse. La bourse et marché financier en fait, c'est sur le long terme la classe d'actifs la plus performante. Alors effectivement, avec la bourse, tu ne peux pas faire d'effet de levier comme en immobilier, à moins que tu empruntes de l'argent à la banque pour investir en bourse. Et voilà, c'est clairement pas ce que je te conseille de faire. Mais imaginons que tu as du cash flow en immobilier, tu ne sais pas quoi en faire, tu es bloqué, tu ne peux pas aller plus loin en immobilier et tu as envie de te diversifier. Ou même les 10%, parce que du coup il faut faire 10% d'épargne mensuelle minimum pour pouvoir justement être solvable au niveau de la banque et pouvoir épargner. Voilà, puisque la bourse, ça reste quand même un actif très liquide. C'est-à-dire que si du jour au lendemain tu veux te défaire de tes actions ou de tes investissements en bourse, tu peux le faire beaucoup plus facilement que si tu as un bien immobilier. Donc il faut voir les deux choses de manière complémentaire. Et souvent on pense que investir en bourse, ça fait peur en fait. Souvent on se dit la bourse c'est les marchés financiers, ça fait penser tout de suite à Wall Street, aux traders, etc. Mais en fait il y a des manières d'investir en bourse beaucoup plus simplement que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et ces manières-là en fait c'est ce qu'on appelle la gestion passive. C'est comme quand on investit dans l'immobilier et qu'on a envie d'automatiser ses investissements. En bourse c'est possible aussi d'automatiser ses investissements. Et du coup, contrairement à ce qu'on pense, c'est possible d'investir en y passant 5 ou 10 minutes par mois. Quand tu vas voir ton banquier et que tu lui demandes j'ai envie d'investir en bourse du cash que j'ai sur mon compte, souvent il va t'envoyer vers des produits structurés, sur des produits qui sont commercialisés par la banque dans laquelle il travaille. Et ces produits financiers souvent sont bien moins intéressants que si tu mets toi-même en place une stratégie d'investissement passif en bourse dont je vais te parler tout de suite. En fait, en bourse, il y a un instrument qui est révolutionnaire, qui a révolutionné les finances personnelles de beaucoup de particuliers et même de professionnels de la finance. C'est tout simplement les ETF. En fait, les ETF, ce sont des fonds négociés en bourse qui vont venir répliquer un actif ou plusieurs actifs en fait sous-jacents. Typiquement, on prend un ETF qui va répliquer le CAC 40. Tu connais sûrement le CAC 40, c'est l'indice qui regroupe parmi les 40 plus grosses capitalisations de sociétés en France. Donc ça fait partie, les LVMH par exemple, tu connais sûrement beaucoup d'entreprises du CAC 40. En fait, un ETF CAC 40, tout simplement ce qu'il va faire, c'est venir répliquer la performance du CAC 40. Mais le gros avantage de passer par un ETF, c'est qu'en achetant une seule ligne de cet ETF CAC 40, tu vas pouvoir détenir de manière, on va dire, indirecte, 40 actions, les 40 actions qui composent le CAC 40. Putain, je reprends mon souffle, mec. La cote là, gros. Du coup, la stratégie ETF, en fait, c'est tout simple. Tu vas à la base prendre quelques semaines de recherche. Tu te poses pendant quelques semaines, tu fais tes recherches sur la bourse. Qu'est-ce que la bourse? Qu'est-ce que les actions? Qu'est-ce que les indices? Qu'est-ce que, en fait, tout simplement un ETF? Et tu vas déterminer ta stratégie d'investissement, tout simplement. Et une fois que tu as fait ça ensuite, en fait, tous les mois, tu auras juste à appliquer bêtement ta stratégie. Hop, on passe. Et en fait, tu auras tout simplement qu'à appliquer tous les mois ta stratégie. Et moi, typiquement, des stratégies ETF, j'en ai plusieurs. Et tu as juste à appliquer en 5 minutes par mois, tu passes ton ordre. Tu peux même automatiser ce passage d'ordre. Et en fait, tu as juste à te connecter. Par exemple, tu te dis, tous les 15 du mois, je vais investir dans un ETF monde et dans un ETF marché émergent, typiquement. Et ben, tu te connectes sur Boursorama, par exemple, sur ton courtier, sur ta banque en ligne, peu importe. Et tu passes tes ordres d'achat. Et en fait, au fur et à mesure du temps, sans t'en rendre compte, tu vas te constituer un portefeuille d'investissement en bourse qui sera conséquent. Et grâce au long terme et à la puissance de ce que Warren Buffett et beaucoup d'autres analystes financiers appellent en fait la 8e merveille du monde, qui est en fait la puissance des intérêts composés. Donc en fait, la bourse, à long terme, sans t'en rendre compte, tu vas pouvoir constituer un portefeuille d'investissement de plus en plus gros. Et à long terme, ce qui va apparaître et qui est très puissant, c'est les intérêts composés. En fait, un investissement, par exemple, tu investis dans un ETF Nasdaq avec dividendes réinvestis, et bien en fait, la valeur du fonds d'investissement de l'ETF va prendre de la valeur au cours du temps, puisque tout simplement les actions vont prendre de la valeur, les dividendes vont être réinvestis dans le fonds, et du coup, sans t'en rendre compte, en fait, ton portefeuille d'investissement va prendre de la valeur. C'est ça la puissance des intérêts composés, et sur le long terme,
c'est ultra puissant. Quand on parle d'investissement en bourse et même dans d'autres classes d'actifs, il y a plusieurs critères à prendre en compte et parmi eux, tu as le rendement de l'investissement et la durée. En fait, c'est ça qui va déterminer le rendement. Et en fait, toi, tu peux jouer à la fois sur le rendement et sur la durée. Plus tu vas aller chercher du rendement en bourse, plus tu vas être, entre guillemets, à même d'accepter du risque. Et si tu veux accepter le moins de risque possible, tu vas aller sur des actifs ou sur des actions qui sont beaucoup plus stables et du coup qui ont un rendement moins élevé. Mais si tu veux faire un mix des deux, c'est-à-dire avoir à la fois du rendement mais en limitant ton risque, eh bien là, le facteur sur lequel tu vas pouvoir jouer, c'est sur la durée. Tout simplement puisque à long terme, les marchés financiers sont haussiers. Si tu prends des graphiques de la bourse sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe en fait, c'est haussier. L'économie dans laquelle on vit est faite pour que en fait, les entreprises, les sociétés s'enrichissent, gagnent de l'argent, fassent des bénéfices, les réinvestissent dans l'économie réelle, les distribuent aux actionnaires et du coup, les marchés sont aussi à long terme. Donc, comment profiter de ça? Ne va pas voir ton banquier ou un conseiller financier, peu importe. En fait, tu vas pouvoir faire ça toi-même en y passant 5-10 minutes par mois, en te formant au départ pour savoir quelle stratégie mettre en place. Et tout ça, c'est de la gestion passive. Donc, en plus de tes investissements immobiliers, par exemple, en plus de ton business, si tu as du cash, réinvestis-le en bourse. Je ne te parle même pas de la crypto qui est beaucoup plus volatile, mais déjà réinvestis-le en bourse et à long terme, tu verras, c'est clairement un choix de qualité qui est retenu par énormément d'investisseurs et d'entrepreneurs. Et en plus de ça, si je peux me permettre de rajouter un truc, hop là, je récupère le bébé. Si jamais je peux me permettre de retenir un truc, Romain, tu vois, c'est que, en fait, en plus de ça, par exemple, pour les investisseurs immo, hein, Alexandre, tu peux t'en es d'accord, les investisseurs immo, en fait, le parcours d'un investisseur immobilier, il est parsemé de temps mort. Parce que au tout début, tu es obligé donc si jamais tu es déjà passé par là, tu verras de quoi je parle. Si jamais tu n'es pas encore passé par là, ben, du coup, voilà. Tu es obligé, on va dire, de pouvoir en fait mettre 10%, en fait, de prendre soin de ta situation. Donc c'est un process, il faut que tous les mois tu épargnes au moins 10% minimum de ton salaire. Ensuite, il faut que tu fasses attention de mettre bien voilà, ton argent sur des comptes épargne. Et même à ce moment-là, du coup, tu peux investir en bourse. Comme disait Romain, ça prend que 5 minutes. Au moins, tu es actif, tu n'es pas passif, on va dire, dans ton enrichissement. Tu prends des décisions. Donc ça, c'est vraiment important. Tiens, regarde, on te partage juste, hop là, Une petite épave. une petite épave. Je sais pas à qui elle est, cette voiture. Je pense que c'est une voiture d'investisseur, ça, non? Ça, c'est une voiture d'investisseur. Je sais pas ce que c'est comme voiture. Dites-nous en commentaire si vous savez ce que c'est, mais. Je pense que c'est une de chevaux. Ouais, ou peut-être 4L. Ouais, 4L plutôt. Je dirais une 4L, ouais. Ouais, ça ressemble à une de Dites-nous chevaux. si vous savez. Mais en fait, voilà, du coup, ton chemin d'investisseur immobilier, c'est un pied d'enrichissement, comme je disais tout à l'heure. Mais en fait, il est parsemé de temps mort. Il y a beaucoup de temps mort dans l'investisseur immobilier. Donc, au début, tu es obligé de prendre soin de ta situation, tu es obligé d'épargner. Ensuite, tu es obligé d'attendre, par exemple, quand tu fais ta recherche de biens. Mais pareil, tu as du temps mort, tu ne recherches pas tout le temps des biens. Comme on disait, tu as des stratégies où tu passes 10 minutes matin et soir, tu réseautes, tu fais en sorte de faire augmenter ton réseau. Donc, à part dans ces temps-là, tu as beaucoup de temps libre en fait. Et puis même quand tu vas faire tes demandes de financement, pareil, tous les mois, tu as tes soldes qui vont tomber, tu vas avoir 3 mois environ la durée d'un compromis minimum, parce que des fois, ça prend plus de temps, suivant les banques, si elles mettent beaucoup de temps ou pas à répondre. Et en fait, pareil, là, au lieu de perdre du temps à laisser ça sur un livret A, ben, laisse juste une petite partie sur ton livret A, on parle de 3 000 à 5 000 euros maximum, et ensuite, réinvestis dans des actions. Et fais la stratégie de Romain. Je pense que les banquiers, ce qu'ils apprécient aussi, c'est de voir que le profil qui vient demander un prêt a déjà un profil d'investisseur, même si c'est un premier investissement immobilier, enfin, on me dirait si je me trompe, Ouais. mais s'ils voient déjà que tu as un compte titre, un PEA, et que tu laisses pas ton argent dormir sur un livret A, C'est très apprécié par les banques. voilà, Ouais. je pense que c'est apprécié et ils vont sentir déjà qu'il y a une fibre d'investisseur en toi. Mais clairement, Et petit tips aussi, Ouais. souvent les investisseurs IMO, on pense que investir en bourse et tout ça, la banque n'aime pas du tout. Et au contraire, elle aime bien parce qu'elle va le compter comme de l'épargne. Donc si toi tu as que du livret A, voilà, elle va le compter comme une épargne. Mais si tu as un PEA ou alors voilà, des investissements en bourse, la banque va les prendre comme une épargne. Ouais. Donc c'est important à savoir et ça et souvent on diversifier l'oublie. aussi. Et ça Diversifier. permet de diversifier. Donc, Par contre, pas pareil juste pour les investisseurs crypto-monnaies ou ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie. par contre, Les investisseurs crypto, faites attention, il y a des techniques pour investir en crypto sans que la banque le sache, mais la banque n'aime pas trop. Donc si jamais ça se voit sur vos relevés de compte, vous allez vous faire avoir. Après, il y a des banques qui sont plus crypto-friendly que d'autres, mais globalement, c'est quand même mal accepté dans le milieu bancaire. Voilà. Donc en tout cas, voilà, faut penser toujours chercher à être proactif, on va dire, dans sa constitution de patrimoine, toujours chercher à investir et ensuite à scaler des process.
Et on va vous parler de la même chose en entrepreneuriat. Dans très peu de temps, on va vous montrer quelques petites images de là où on est parce que franchement c'est super cool. Et ensuite on parlera du coup de l'entrepreneuriat qui est la partie, on va dire, le nerf de la guerre, les business en ligne et tout ça. C'est là où il y a le plus d'argent à aller chercher. Intéressant. Mais Et on vous partagera tous nos retours d'expérience pour que pour que vous évitiez de tomber dans les mêmes pièges dans lesquels nous on est tombés et que vous puissiez en fait déléguer. C'est pareil qu'en investissement, il va falloir aller chercher à déléguer un maximum pour se dégager du temps, pour multiplier les projets et pour être beaucoup plus efficace sur son business. Sinon tu finis en burn-out et en dépression et C'est ça. t'arrives plus à vous donner de la tête et ça c'est dangereux quand on est entrepreneur et investisseur. Ça nous est arrivé nous-mêmes, Ça nous est arrivé. parce qu'on est multi-projets, on lance des applications, on fait des investissements à côté, donc on sait vraiment de quoi on parle. Et c'est vrai que malheureusement, il faut absolument apprendre à faire tout ça, sinon au bout d'un moment, on peut plus, on arrive à un moment où le temps il n'est pas infini, on a 24 heures dans une journée. Et il faut bien savoir s'en bien le servir. gérer. Donc voilà. Donc une petite chose aussi qu'on voulait te raconter en immobilier, c'est important que tu fasses le switch dans ton esprit. En fait, il faut éviter que tu te dises je peux le faire moi-même donc j'économise mon argent. Donc ça c'est très important à savoir parce qu'en fait le fait de penser comme ça, tu vas perdre énormément de temps et d'argent parce qu'en fait finalement t'es en train de te casser la gueule. Donc sous prétexte que tu peux le faire toi-même, ne te dis pas je ne le délègue pas. Donc toujours trouver le bon compromis entre déléguer et ne pas déléguer. Donc le mieux c'est qu'au début tu peux le faire toi-même, tu peux gérer, mais après arrivé à un certain moment il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le gère pour déléguer, gagner du temps et du coup passer à autre chose. D'ailleurs on va te raconter une petite histoire d'un investisseur qu'on connaît. Je vais laisser Antonin raconter l'histoire justement qui illustre très bien ce que je suis en train de dire par rapport à la délégation et par rapport au temps que tu peux gagner et qu'est-ce que tu peux faire avec ce temps. Ouais, donc Vas-y. c'est un investisseur qu'on a rencontré, avec qui on avait potentiellement envie d'investir, Ouais. parce qu'il avait un bon profil, une bonne situation, et on sait aujourd'hui à quel point c'est important de pouvoir combiner ces situations dans l'immobilier pour pouvoir faire plus de crédit, en fait, faire plus de levier, aller chercher plus de biens, plus de rentabilité, plus de projets importants. Et du coup, on était une petite équipe d'investisseurs et on investissait comme ça, en fait. On faisait le plus de crédit possible pour faire le plus de levier. Le plus de levier possible, en fait, tout simplement. Donc on a cette personne-là, et cette personne-là, voilà, il avait un profil dynamique, il avait à peu près les mêmes objectifs que nous, donc en termes de vision, ça concordait. En revanche, lui, son plus grand défaut, son plus grand problème, c'est que du coup, il y avait un problème actuellement dans un de ses biens, dans un de ses appartements, qui était un problème de parquet. Alors le parquet, pour ne pas faire un crédit conso, parce qu'il n'avait pas prévu les frais ou quoi que ce soit, faire poser le parquet à un artisan, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait tout son parquet lui-même. Et du coup, comme il s'est retrouvé à court de temps, clairement, parce que le temps, c'est une ressource qui est extrêmement importante, et comme il s'est retrouvé à court de temps, ce gars-là, il n'a pas pu en fait investir avec nous. Et pendant qu'il était en train de faire son parquet, on le répète souvent, c'est triste comme exemple. Ça, Mais c'est un ouais. exemple, ça illustre. Bientôt, vous aurez des exemples comme ça, à force d'entreprendre, à force d'acheter de l'immobilier, tout ça. Du coup, nous, on a pu acheter plus de 4 millions d'euros d'immobilier en très peu de temps. Grâce au crédit, en fait, on a cumulé les projets, on a fait quoi, 3-4 immeubles? Bon, on a fait 3-4 immeubles si on compte nos deux situations et en fait nous ce qu'on a fait tout de suite c'est qu'on a délégué un maximum. Ça nous a permis de gagner du temps. Il y a le caméraman qui Du coup on a gagné du temps là-dessus et ça nous a permis de passer vite à autre chose en fait pendant que lui était encore concentré sur son plancher et ce qu'il devait faire sur son plancher. Donc tu vois, l'un dans l'autre, tu penses économiser de l'argent mais au final tu perds énormément derrière et ça tu le prendras par toi-même. Si jamais tu es trop occupé à t'occuper de tes appartements, à les mettre en location, trouver des locataires, faire tout le processus en fait de location, meubler tes biens toi-même et ainsi de suite, tout ce temps que tu vas prendre à côté de ton travail, parce que potentiellement c'est comme ça que tu as commencé, tu vas faire ça à côté de ton travail, c'est du temps que tu consacres pas à trouver des biens rentables, passer des financements, financer et en fait accumuler du patrimoine. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. C'était super important, voilà, c'est pour ça qu'on te fait ce petit storytelling, on en a plein, j'espère que tu es friand de ça. Et on te dit à tout de suite dans les prochains rushs où nous allons parler justement de la finance. Hop là. Oh, ouais. Le stabilisateur il est en PLS, le pauvre. Ouais. Et également du coup on parle parce que du coup c'est un format bien plus on va dire authentique où on fait en sorte de partager des expériences avec vous, d'être un petit peu plus là en mode fun. Donc est-ce que vous avez des idées de défis à nous suggérer, des endroits, des lieux que vous aimeriez, parfaits pour faire un business aventure, ou est-ce que vous aimeriez améliorer le concept de business aventure avec nous? Du coup nous suggérer Suggérer même des activités, c'est-à-dire pas forcément des lieux mais des activités. Par exemple on pensait nous qui sommes motards faire par exemple un business aventure en moto avec un lieu que vous voudriez découvrir dans la région, ou voilà. Si ça peut vous plaire ce genre de contenu, toujours avec un petit fond business
immobilier et finance bien sûr. Voilà. Laisse-nous en commentaire tes meilleurs spots et tes meilleures idées pour de futures business aventures. Ouais, complètement. Voilà, des spots, puis même des sujets de conversation où on pourrait justement discuter sur un sujet, un thème qui vous plairait, voilà, ou des petites difficultés que vous rencontrez, ou même parler de mindset, tout simplement, d'état d'esprit d'entrepreneur. Enfin voilà, il y a vraiment... c'est fait pour qu'on puisse parler de plein de choses et découvrir pas mal d'expériences ensemble. Faire des petits clips vidéo sympas où justement on vous montre des plans en drone, où voilà, on galère aussi, nous, avec notre propre randonnée ou avec les défis que vous nous donnez. Donc voilà, on avait pensé peut-être un de ces quatre. Faire des trucs sur l'eau par exemple, hop là, on pourrait faire des trucs sur l'eau en louant un bateau, en allant faire du snorkeling, de la plongée, parce que ça peut être sympa également de faire des petits business aventures avec ce genre d'activité, donc si ça peut t'intéresser, n'hésite pas à nous le dire. Et on te proposera ça sur la chaîne. Voilà, complètement. Ouais, des balades en bateau, des traversées, des objectifs, genre par exemple faire le trek, je sais pas moi, le GR20, peut-être un T4 gravir le Mont Blanc. Enfin bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à faire, donc j'espère que le concept vous plaît autant qu'il nous plaît à nous. Allez, à très vite. À toutes. Voilà, team. Les Phoenix, ça monte un peu. Là, on est en train de monter un peu dans les montagnes. Donc salut la team, donc du coup... Salut Phoenix. Là, on voulait juste vous faire partager quelques images. On est arrivé à un nouveau spot pour prendre des vidéos. Donc, on va vous laisser découvrir ça avec le drone. Et on va commencer à rentrer dans le cœur du sujet du business et de l'entrepreneuriat. Comment déléguer quand on fait du business? Et quels sont les risques et les petites erreurs à essayer d'éviter? du coup, on va découvrir ça tout de suite. Et en attendant, profitez de ces quelques images. À tout de suite. Petite citation avant de passer du coup à la partie entrepreneuriat. Nous on aime bien faire en fait la relation entre une randonnée et l'entrepreneuriat, donc c'est un petit peu similaire. Donc pourquoi? Vas-y, si tu peux nous dire. Parce que dans l'entrepreneuriat comme dans la randonnée, généralement, la montée est super difficile, c'est toujours le plus compliqué. Des fois c'est dur, des fois tu as envie d'abandonner. Mais en contrepartie, la vue quand tu arrives au sommet est très magnifique. Voilà, et on peut le comparer au succès, à la réussite et au fait de galérer pendant une certaine période, un certain temps pour obtenir de l'argent, mais une fois que tu en as, franchement, tu regrettes pas quoi. Tu vis pas les regrets, ça c'est super important. Très important, ouais. Allez, c'est parti, on continue à marcher. Let's go. Hop là, petit chemin. Attention de ne pas tomber. Les petits chemins. Si vous êtes de la région de Montpellier, c'est une belle randonnée à faire. Si jamais vous êtes de la région de Montpellier, n'hésitez pas à mettre un message sur le Team Phoenix. Et on fera un petit peut-être hashtag pour Ravin des Arcs et de temps en temps on pourra... tous ensemble et comme ça nous permettra de brainstormer sur l'entrepreneuriat, le business pendant les randos et découvrir des spots sympas comme celui-ci. Hop, attendez, regardez. Merci Alexandre. Alors, dernière partie de ce premier business aventure, on va voir ensemble comment déléguer dans le business, dans l'entrepreneuriat. Souvent, quand on est entrepreneur, on a plein de tâches à effectuer, souvent dans des délais très courts. Plein de tâches qui prennent du temps, qui peuvent être déléguées. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à déléguer quand c'est possible. Et on va vous partager ici quelques tips pour bien déléguer et pour bien vérifier que le travail a bien été effectué. Ok, donc on va passer par les 5 tips pour bien déléguer dans ton business. Si tu es entrepreneur aujourd'hui, c'est important que tu en fait, regarde et il faut que tu saches quelles tâches tu peux déléguer facilement. Donc identifie tout d'abord toutes les tâches qui te prennent du temps et où il n'y a pas une nécessité qu'il y ait ton expertise. Donc par exemple quelque chose de très commun, nous c'est sur ce quoi on avait commencé à faire la délégation, c'était tout ce qui touchait aux réseaux sociaux, par exemple planifier des publications, programmer des publications, tout ça, tu peux le faire par quelqu'un d'autre ou un stagiaire ou voilà, quelqu'un qui peut le faire à ta place. Après il faut savoir bien montrer le process pour que la personne reproduise à l'identique ce que tu veux. Donc il faut toujours faire un suivi précis
du travail que tu délègues à la personne, parce que sinon en fait la personne va le faire comme elle le veut, et souvent ce n'est pas comme toi tu l'as pensé. Donc très important, toujours suivre ce que la personne fait, toujours, après il y a des tips pour ça, Ouais, on va en parler d'ailleurs, juste on en après. parlera juste après, mais par exemple tu as des moyens de le faire comme des Google Sheets, des Google partagés, où tu peux montrer en fait les différentes tâches à effectuer, et par exemple pour des personnes avec qui tu travailles qui sont loin, et qui ne sont pas du coup présents avec toi, tu peux toujours faire ça à distance grâce au Google Sheet et toujours montrer ce que la personne fait au fur et à mesure du temps. Par exemple, semaine 1, elle répertorie tout ce qu'elle a fait sur ce Google-là et toi, ça te permet d'avoir un visuel sur ce qu'elle a fait et éventuellement reprendre certaines choses s'il y a besoin d'y revenir. Donc deuxième tip, c'est toujours sélectionner les personnes avec qui tu vas travailler. Donc tu as plusieurs moyens de le faire. Soit comme je disais, ça peut être un stagiaire, ça peut être quelqu'un de ton entreprise, ça peut être également quelqu'un que tu trouves sur des plateformes comme Up2Work ou alors Fiverr où tu peux trouver beaucoup de freelance. Donc ça peut être intéressant aussi de sélectionner des personnes sur ces plateformes. Donc troisième tip, c'est très important, communique clairement ce que tu veux déléguer. En fait, ne demande pas à quelqu'un de faire quelque chose si tu ne sais pas toi-même ce que tu veux, parce que souvent la personne va prendre beaucoup de liberté et ça va pas du tout être ce que tu attends, ou alors ça va être très très loin de ce que tu espérais, donc tu peux être facilement déçu. Donc ça, très important, sélectionne bien les personnes avec qui tu travailles pour déléguer tes tâches. Quatrième chose aussi pour la délégation, donc donne les moyens à la personne à qui tu délègues tes tâches, les moyens de réussir. Donc donne-lui énormément d'informations, le plus clairement possible. Définis bien avec une checklist par exemple, après tu as plein de logiciels pour faire ça. Par exemple, nous on aime bien utiliser Notion, dans lequel on va sourcer en fait toutes les choses que la personne doit faire, lister point par point avec tout ce qu'il lui faut pour travailler correctement. Donc ça, très important également. Et cinquième et dernier tips pour bien déléguer dans le business, c'est toujours faire un suivi et surtout faire un feedback à la personne avec qui tu travailles. Donc par exemple, n'hésite pas à le dire quand quelque chose ne va pas, parce que sinon après, si tu es un petit peu trop gentil ou que tu oses pas dire les choses, le problème c'est qu'après tu vas te retrouver avec un travail qui ne te plaît pas et que tu vas vouloir utiliser parce que la personne l'a fait. Alors n'hésite pas toujours à faire un feedback à la personne et toujours un suivi, donc comme je disais tout à l'heure avec le Google Sheet, ça c'est très bien, comme ça te permet de savoir en temps et en heure qu'est-ce que la personne a fait et qu'est-ce qu'elle doit faire, comme ça au moins c'est efficace et tu gagnes en productivité. Autre point, souvent quand on veut déléguer une tâche qui est répétitive et qui nous prend beaucoup de temps, c'est en fait qu'on se dit par nature que le travail ne sera jamais aussi bien fait que par soi-même. C'est vrai et c'est pas vrai. Toi, tu as une vision de ce que tu veux, de comment tu aimes le travail effectué. En fait, il va falloir simplement que tu communiques à la personne à laquelle tu délègues comment tu veux exactement que le travail soit réalisé. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'établir un process normé, un process avec des étapes, et surtout que tu vérifies bien que toutes les étapes de ton process auparavant fixées sont bien suivies par la personne à qui tu délègues. Typiquement, nous, ce qu'on utilise avec la Team Phoenix pour beaucoup de nos partenaires, c'est qu'on fait un Google Sheets. Donc, sur le Google Drive, tu as un outil qui est le Google Sheets que tu connais sûrement. Et en fait, c'est comme un fichier Excel, en fait, tout simplement, où tu vas pouvoir venir citer les tâches une par une, les numéroter. Et dans la colonne un peu plus à droite, nous, en général, on fait première colonne la date, deuxième colonne la tâche à effectuer et troisième colonne une petite case à cocher, tout simplement. Et en fait, dès que la personne a effectué la tâche, elle a juste à cocher. Et comme ça, toi, sans même devoir la contacter pour lui demander toutes les 5 minutes qu'est-ce qu'elle a fait, où est-ce qu'elle en est dans son travail, tu vois juste en allant sur ton Google Sheets où est-ce qu'elle en est dans son boulot. Donc en fait, effectivement, tu peux penser à première vue que ce sera jamais aussi bien fait que par toi-même, mais si tu fais bien les choses, que tu expliques bien, que tu assures un suivi, un feedback et que tu donnes des conseils pour que la prochaine fois ce soit mieux fait, il n'y a aucun problème au niveau de la délégation. Autre point également que je voulais aborder, c'est les success fees. Attention à ne surtout pas tomber dans ce piège. Les success fees, en fait, c'est des rémunérations variables sur la performance de ton service ou de ton produit. Nous, typiquement, ça nous est arrivé avec une société du groupe Phoenix. On avait découvert en fait un développeur qui savait coder en fait sur la blockchain. Donc, il savait les langages de programmation pour créer des smart contracts sur une blockchain en particulier, celle qui nous intéressait. Et en fait, nous, comme on n'y connaissait rien en informatique, souvent, pour quelqu'un qui n'est pas informaticien ou qui n'y connaît absolument rien en codage, quand quelqu'un vient le voir et lui explique qu'il va faire ça, il emploie souvent des termes très compliqués pour en fait le perdre tout simplement et pour faire grossir le devis, alors qu'en fait, ce qu'il fait, c'est juste des choses basiques en programmation. Il faut faire très attention, premièrement, à ça, c'est-à-dire ne pas se laisser endormir par des belles paroles ou par du vocabulaire qu'on ne comprend pas. Et deuxième point, il faut faire attention à ce que je disais tout à l'heure, les success fees. Typiquement, cette personne avec qui on travaillait au début de l'aventure, en fait, nous avait proposé une rémunération variable sur la vente de notre produit. Et en fait, nous, comme on n'avait pas d'autre solution sous la main à ce moment-là, on n'avait pas d'autre choix que d'accepter en fait. Et du coup, on était un petit peu pris à la gorge. En fait, c'était juste une personne
qui avait une compétence technique, donc de programmation, de smart contract, qui allait nous prendre un certain pourcentage, je ne citerai pas le pourcentage, de toutes nos ventes. Donc c'était juste énorme. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on a avancé dans l'entrepreneuriat et qu'on a rencontré d'autres développeurs, etc., que tout simplement c'était un escroc et qu'en fait, on a tout simplement annulé le contrat de partenariat avec lui. Il faut aussi savoir casser des partenariats souvent quand ça ne marche pas et quand les personnes sont malhonnêtes. Donc attention aux success fees. Tu peux en donner des success fees, c'est-à-dire par exemple tu dis ok tu fais ça et moi en échange je te donne une rémunération d'un certain pourcentage sur mes ventes, mais à condition de respecter au moins un de ces 3 critères que je vais te citer. Le premier critère, c'est que la personne à qui tu vas accorder un pourcentage t'amène énormément de trafic en termes de personnes sur ton site web ou sur ta boutique, peu importe. Ça, c'est le premier critère, un des critères à bien prendre en compte. Deuxième critère, c'est que la personne en question puisse t'amener une énorme masse monétaire, c'est-à-dire des partenariats qui ont énormément d'argent, tu vas pouvoir lever des fonds assez facilement, etc. Donc une grosse manne financière. Et le troisième point, c'est qu'en fait, la personne à laquelle tu vas accorder ce certain pourcentage ne doit pas être une fonction support, ne doit pas avoir une fonction support dans ton projet. Typiquement, un développeur, tu ne peux pas filer 5%, 10% de tes ventes à un développeur, à une personne qui va juste être là pour créer ton site web par exemple ou créer ta boutique en ligne. Ça, c'est un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Il vaut mieux peut-être payer un peu plus cher à la base mais ne pas donner de success fees plutôt que de payer un site web par exemple très peu cher mais de donner des success fees aux développeurs. Donc voilà, un de ces 3 critères doit être respecté. Soit il t'amène énormément de trafic sur ton site web, de clients, soit il t'amène énormément d'argent, soit c'est quelqu'un qui a vraiment une fonction qui n'est pas support, une fonction stratégique dans ta boîte ou dans ton produit ou service. Voilà, ça c'est un petit tips qu'il faut absolument que tu gardes en tête. Mais c'est quoi ça? Ok, les copains. J'y vais. Donc du coup, dernière partie de la vidéo, donc pourquoi déléguer en business, pourquoi créer des process, pourquoi en fait persévérer. Parce que l'entrepreneuriat, franchement, dans tous les thèmes qu'on a abordés, c'est quand même le plus dur quand on crée des grosses entreprises. Moi j'en ai créé quelques-unes pour faire du e-commerce, j'ai fait des lavage automatiques et tout ça, donc je sais à quel point c'est important de déléguer. Pour les lavages automatiques, j'ai créé le process et ensuite, une fois que c'est créé, que c'est en place, on n'en parle plus. Et pour les gros projets entrepreneuriaux, si jamais vous n'êtes pas structuré, si jamais vous ne faites pas en sorte de déléguer certaines tâches, bah là vous allez vous noyer dans le travail, vous allez faire tout et n'importe quoi et en fait vous allez vous noyer complètement. Donc du coup, c'est pour cette raison-là qu'il faut bien savoir déléguer. Alors là, c'est pour ça que je vais vous donner certains derniers conseils. Donc premièrement, un conseil qui est extrêmement important à prendre en compte, c'est du coup de faire attention à tout ce qui est cash burn. Au début, le nerf de la guerre, quand on lance une entreprise, après on parle pas des plus gros entrepreneurs qui ont beaucoup d'argent, mais le cash burn, c'est super dangereux. Donc ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas quand on vous met dans des incubateurs, si jamais vous êtes start-upper, ou des choses que vous ne voyez pas dans les vidéos, par exemple, d'entrepreneurs qui vous donnent des conseils. C'est que justement, le cash burn, c'est si vous voulez vous salarier directement, bah, du coup, les salariés sont des charges qui sont assez conséquentes, en tout cas pour les entrepreneurs, pour les boîtes. Et en attendant que votre actif se mette en place et vous rapporte de l'argent à l'intérieur de la boîte, il faut faire très attention à avoir des salariés. Parce qu'en plus de ça, les salariés, c'est pas forcément des bons outils de travail, on va dire, qui vont faire beaucoup de choses pour votre entreprise. On l'a vu avec des multi-reprises. D'ailleurs, en France, c'est très compliqué parce que si jamais vous avez un mauvais salarié qui se demande rien à lui, qui fait n'importe quoi parce que vous avez fait un recrutement trop rapide, ou que, voilà, ça peut vite dégénérer et vous faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent, qui sont, comme on disait en début de vidéo, les 3 ressources les plus importantes. Souvent pour les startups, on pense qu'avoir beaucoup de salariés, c'est un indicateur de performance. On a levé des fonds, on embauche plein de salariés. Première année, on embauche 20 personnes, deuxième année, on embauche 50. Oui, c'est bien, mais à condition que le rendement de ces salariés soit toujours croissant. Parce que sinon, avoir beaucoup de salariés, c'est bien, Mais ça fait sur beaucoup le de papier, mais ça fait beaucoup de charges. Le cash burn, ça part très vite. Et au final, c'est pas forcément un indicateur très performant, quoi. L'important, de toute façon, c'est de faire du cash. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les business units sont vraiment importantes parce que les charges sont très faibles, on va dire. Et par contre, les revenus sont exponentiels, vu qu'on touche des millions de personnes.
à part avec le marketing, il y a des charges quand même assez importantes, mais à part ça, les salariés sont vraiment un poids mort dans la balance si jamais il n'y a pas de cash qui rentre à côté. Et il y a beaucoup de startups qui font l'erreur. On a encore vu récemment des événements Phoenix, des gens ils ont des super idées, ils font des startups et tout ça avec des idées qui sont très intéressantes. Mais malheureusement, ils sont dans l'esprit startup, on embauche, on fait des levées de fonds comme des Américains et on perd pas mal d'argent. Donc faites attention au début, privilégiez peut-être des personnes avec qui vous entendez, vous faites des prestations, des auto-entrepreneurs avec qui vous faites. On parlait tout à l'heure de Freelance, Upwork ou Fiverr. Upwork, Fiverr, ça c'est le conseil qu'on peut vous donner. Et après, pourquoi déléguer et pourquoi créer des process? Alors ça c'est super important. C'est qu'au début, bon, quand on est entrepreneur, on navigue à vue. Mais quelque chose qui est super important, c'est que du coup, vous, l'entrepreneur, si jamais vous êtes créer une société, je sais pas, dans la formation, dans le commerce, peu importe, vous êtes le moteur en fait de cette entreprise et il faut savoir rester dans sa zone de génie. C'est-à-dire que vous êtes très compétent dans quelque chose, peut-être dans le management de votre entreprise, dans la vision du projet, la vision globale, la vision d'ensemble, vous voulez créer quelque chose de grand avec plusieurs pays, tout ça, mais si jamais vous faites toutes les tâches de votre entreprise qui sont très chronophages, comme l'administratif, comme apprendre de nouvelles compétences qui vont juste vous permettre de faire certaines choses auxiliaires de votre entreprise. En fait, tout ce temps-là que vous avez passé à faire ce genre de choses, vous ne pourrez pas le concentrer à prendre des décisions de plus haut vol et à prendre de la hauteur sur votre business. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc au début, ne pas avoir peur de mettre les mains dans la merde, comme on dit, dans le cambouis, et faire les choses soi-même. Mais à partir d'un certain moment, il faut vraiment prendre du recul dès qu'on commence à faire un petit peu de chiffres et justement prendre de la hauteur, sinon vous n'arriverez jamais à faire de l'entrepreneuriat de... Et petite astuce pour trouver un entre-deux, en fait, entre embaucher directement des salariés et tout faire soi-même, c'est déléguer, comme on disait tout à l'heure sur Fiverr, Upwork, dans certains pays qui sont, disons, propices. Par exemple, en France, si on délègue des tâches en France, typiquement création de site web, on en parlera tout à l'heure, création de site web en France, d'applications, ou même gestion des réseaux sociaux, marketing digital, création de montage vidéo, etc. Tout ça, en France, ça coûte une fortune. Alors que il y a d'autres pays, comme l'Inde par exemple, le Pakistan, la Thaïlande, ou d'autres pays comme ça, où en fait on peut trouver de la main d'œuvre pour beaucoup moins cher qu'en France. Le travail est aussi bien, voire mieux fait. Les personnes sont très réactives. D'expérience, on retrouve toujours des personnes très réactives qui parlent très bien anglais. Au final, c'est beaucoup plus performant que d'avoir quelqu'un qu'on embauche, qu'on salarie à plein temps pour réaliser des tâches pareilles. Dernièrement, là, on a vu une boîte dans une soirée Phoenix qui nous faisait part en fait qu'elle sous-traitait le montage de ses vidéos promotionnelles. Donc c'était des montages de 2 minutes, de vidéos de 2 minutes, sur un rush de 5 minutes au total. Nous, par curiosité, on a demandé un petit peu combien ça leur coûtait. Quand ils nous ont dit le prix de la vidéo, c'était dans les 400 ou 500 € pour une vidéo de 2 minutes. Et voilà, typiquement, ça c'est un coût que l'on peut diminuer un maximum. Quand on commence à faire beaucoup de vidéos promotionnelles, si on se retrouve avec des vidéos à 500 € l'unité, ça revient très très cher. Alors que si on délègue sur Upwork par exemple, on peut trouver des monteurs vidéo à partir de 100 €, même 50 € pour une bonne vidéo avec même du motion design un petit peu. Voilà, c'est pareil pour l'application, ils voulaient créer une application, une application qui leur coûtait 300 000 €. 300 000 €. C'est énorme. Et c'est vrai qu'on a tendance, on en parlait tout à l'heure un peu plus bas, là, on a toujours tendance à penser que du coup, ce genre de choses qu'on ne maîtrise pas dans une application, c'est incroyable et tout. Et on entend tout le monde se relayer le fait. Ouais. Puis l'application coûte 300 000 € à développer. C'est totalement faux, même si elle est complexe. On peut trouver, alors je ne dis pas que c'est totalement faux, mais c'est sûr qu'en France, en tout cas, c'est très cher. C'est développé par des agences. À Paris. Non, c'était sur la Paris, Côte Nice, d'Azur. je crois. Sur la Côte Côte d'Azur. Côte d'Azur. Une quinzaine de développeurs, ils nous disaient qu'ils travaillaient sur un projet. Nous, avec les Il n'y a contacts jamais qu'on a, 15 développeurs qui travaillent sur une application. par avec les contacts qu'on a nous depuis qu'on a commencé Phoenix, on a trouvé des développeurs pour bien moins cher. Tu prends un product owner qui connaît des développeurs dans certains pays où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère et tu te retrouves avec une application qui est 10 fois moins chère. Donc 300 000 € pour une application assez simple, signal d'alarme, c'est pas normal. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'en tout cas, le réseau c'est super important. Pense à toujours déléguer, pense à toujours faire en sorte de mettre en place des process. Entreprends de toute façon dans tous les cas. Merci d'avoir regardé toute cette vidéo. Là, on est sur la fin de la randonnée. Ouais. La La randonnée touche à sa fin. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout en tout cas. Je pense que comme vous avez pu le voir, on finira un petit peu dans la nuit. Donc au pire des cas, on vous mettra quelques petites vidéos. sympa, Ouais. Et si jamais vous avez des questions, de toute façon, dans tous les cas, n'hésitez pas, mettez en commentaire, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, si jamais le concept vous a plu, si jamais vous voulez qu'on en refasse d'autres sur d'autres thèmes.
Là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire, donc on a voulu faire le maximum voilà, de façon concise. Mais si jamais ça vous plaît, ben, voilà, partagez tout ça, partagez la Si vidéo. vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour nous aider à voilà, trouver d'autres thèmes. Et comme ça, on ira travailler là-dessus sur d'autres randonnées et dans d'autres lieux. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Et à bientôt pour un autre business aventure. C'était Team Phoenix. À très vite. À très Ciao. vite.